Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus à l'écoute d'RFI, Radio France Internationale. En direct de Paris, il est 18h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de ce journal en français facile. Les relations entre l'Algérie et la France pour commencer ce journal du vendredi 8 mai 2026, où une ministre française est en voyage officiel aujourd'hui en Algérie. Alice Ruffo vient accompagnée de l'ambassadeur de France qui va bientôt reprendre ses activités en Algérie. Un rapprochement entre les deux pays. Explication de Carlotta Morteo. Au sud Liban, le cessez-le-feu avec Israël n'est pas respecté. Aujourd'hui encore, plusieurs Libanais sont morts, victimes de bombardements israéliens. MSF dit stop. Un représentant de Médecins sans frontières que vous entendrez tire la sonnette d'alarme. Nous parlerons aussi de l'hantavirus, du nom de cette maladie qui sévit en ce moment sur un bateau de tourisme. Les premiers passagers vont quitter le navire à partir de dimanche midi, vient d'annoncer le gouvernement régional des Canaries. Et puis enfin, une bagarre à 1 million d'euros. Federico Valverde et Aurélien Tchouaméni se sont violemment battus hier. Les deux joueurs de foot du Real Madrid sont punis par leur club et devront chacun payer une amende de 500 000 euros. C'est la deuxième visite officielle d'un ministre français en Algérie en moins de 3 mois. Après Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, aujourd'hui, la ministre déléguée aux armées, Alice Ruffo, est en Algérie. À la demande d'Emmanuel Macron, Alice Ruffo est venue au nom de la France participer à la commémoration au souvenir des massacres de Sétif et de Kerata du 8 mai 45. Ce jour-là, plusieurs milliers d'Algériens ont été victimes de la répression française. Il faut avoir le courage de regarder l'histoire en face, dans le respect de toutes les mémoires, vient de déclarer à Sétif la ministre déléguée aux armées. Alors au-delà de cette période douloureuse, autre fait marquant des relations entre Alger et Paris, Carlotta Morteo, bonjour. Bonjour. La ministre est accompagnée aujourd'hui de l'ambassadeur français Stéphane Romaté, présent en Algérie pour reprendre ses fonctions de diplomate. Le retour du représentant de la France en Algérie, Carlotta, c'est le signe physique d'une meilleure relation entre les deux pays. Oui, une normalisation des relations entre Paris et Alger, une preuve d'apaisement sans doute. Depuis le rappel de l'ambassadeur il y a un an, les relations étaient quasiment gelées. Aujourd'hui, le président français veut relancer le dialogue et a choisi ce jour symbolique pour l'annoncer. Mais derrière ce travail mémoriel, il y a des dossiers très concrets. La lutte contre le terrorisme, l'expulsion des citoyens algériens en situation irrégulière en France, des questions économiques et énergétique entre les deux pays, mais aussi la demande de libération du journaliste sportif français Christophe Glaise, détenu en Algérie depuis près d'1 an. Peut-on pour autant, Carlotta, parler de réconciliation ? Il y a, c'est certain, la volonté d'entrer dans une nouvelle phase des deux côtés de la Méditerranée, mais on va rester prudent. Pour l'instant, on attend de voir, notamment si Alger aussi renvoie son ambassadeur à Paris. En tout cas, le président Macron ne veut pas finir son mandat de président avec un échec sur ce dossier. Pour lui, c'est aussi une question d'héritage de ses 10 ans au pouvoir. D'ailleurs, Carlotta, il y a encore quelques semaines, le président français dénonçait ceux qui veulent se fâcher avec l'Algérie en les qualifiant de maboule, un mot familier emprunté de l'arabe qui veut dire fou. Oui, Maboul, une pique qui visait clairement la ligne très dure défendue par le candidat de la droite à la présidentielle, l'ancien ministre Bruno Retailleau, alors que son successeur au ministère de l'Intérieur, Laurent Nunez, essaye, lui, de sortir de la logique de bras de fer avec l'Algérie qu'il juge inefficace. Une autre stratégie avec un objectif, rétablir une relation stable, plus constructive, moins polémique. Carlotta Morteo dans votre journal en français facile. RFI à Paris, 18h04. Venons-en à la guerre au Liban. Une frappe israélienne sur le village de Toura, dans le sud du Liban, tue au moins aujourd'hui 4 personnes, dont 2 femmes, précise le ministère libanais de la Santé.
En riposte à ces frappes israéliennes, le Hezbollah affirme lui avoir lancé des missiles sur une base militaire du nord d'Israël. Pendant ce temps-là, Médecins sans frontières tire la sonnette d'alarme. Le cessez-le-feu n'est pas respecté. Jérémy Ristor est le chef de mission MSF au Liban. Des centaines de frappes ont touché le territoire libanais depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. 408 personnes ont été tuées, près de 800 blessés depuis la même date. On approche des 2 mois et demi de conflit et malgré ce cessez-le-feu qui, une fois de plus, n'est de cessez-le-feu que le nom, nos équipes sont, comme je pense la population libanaise, épuisées physiquement, mentalement. Nos équipes qui sont en ce moment même dans un des hôpitaux de Nabatillé font face à une pénurie de certains groupes sanguins. Il faut savoir que les patients perdent beaucoup de sang puisque les équipes de premiers secours sont obligées de ralentir leur réponse par peur des doubles frappes israéliennes. Donc il y a beaucoup de patients qui perdent beaucoup de sang à cause de cette réponse ralentie. Et du coup, nous avons perdu quelques patients les derniers jours. Et de manière plus générale, l'accès est extrêmement contraint pour une vaste partie du sud du pays. Donc on voit des ruptures de médicaments basiques pour les maladies chroniques et des interruptions des processus de soins. Jérémy Ristor, chef de mission pour Médecins sans frontières. Un nouveau cas d'hantavirus décelé sur un ressortissant originaire du Royaume-Uni, annonce ce matin l'agence britannique de sécurité sanitaire. Cet homme séjourne actuellement sur l'une des îles du territoire britannique de Sainte-Hélène. Le bateau de croisière où un foyer d'hantavirus s'est déclaré y a fait étape fin avril. Ce sont au total 147 passagers qui se trouvent à bord de ce navire, dont 5 Français. Les passagers vont pouvoir quitter le navire à partir de dimanche midi. Baptiste Coulon, en attendant, 2 passagers français ont raconté la vie à bord dans une lettre envoyée à plusieurs médias et ils dédramatisent la situation. La vie à bord du navire est quasiment normale, raconte ce couple originaire du centre de la France. Pas de panique à bord, tout va bien pour nous comme pour les 3 autres Français, assure-t-il. Ils peuvent circuler librement tout en respectant les distances entre chaque personne. Les rassemblements sont à éviter, le port du masque est obligatoire dans les espaces fermés, mais ils peuvent le retirer à l'extérieur. Le navire est composé de passionnés d'histoire, de géographie, d'animaux marins ou d'étoiles, expliquent les 2 Français. Ils sont eux-mêmes vétérinaires de formation. Le couple raconte aussi l'organisation de la prise en charge. 4 médecins sont montés à bord pour analyser la situation et préparer le débarquement des passagers. Ils ont aussi un mot pour l'équipage philippin du navire, dont ils saluent le dévouement total. Inutile donc de dramatiser la situation, écrivent-ils encore. Ils précisent être suivis par la cellule de crise du ministère des Affaires étrangères. Elle les accompagne dans ce qu'ils appellent une aventure improbable. Baptiste Coulon. Et puis enfin, reportage à Venise à l'occasion de la 61e biennale d'art contemporain, un événement planétaire qui ouvre ses portes demain au public, une édition percutée de plein fouet par les drames et guerres dans le monde. Le monde de l'art se mobilise, mais aussi se divise à Venise dans le plus grand événement d'art contemporain au monde. Reportage de Muriel Mahalouf. Une 60aine d'artistes, rejoints par des passants, marchent revêtus de t-shirts portant le nom et une œuvre d'artistes palestiniens, pour la plupart décédés. Johanna Haji Thomas, artiste libanaise. On fait entendre les bruits des drones et nous-mêmes, on reproduit aussi ce bruit-là, si particulier, ces drones israéliens qui n'arrêtent pas de survoler le Liban, mais aussi qui tuent à Gaza. Et devant le pavillon russe, des visiteurs et des manifestantes s'engueulent. Are you supporting terrorist state? You are supporting Russia? Are you? Supporting the art. Une lettre a été écrite par les artistes pour dénoncer la présence nationale faite de pays qui actuellement commettent des génocides. Israël, il y a aussi la présence de la Russie qu'on condamne et aussi celle des États-Unis. Le pavillon russe finalement ouvre seulement durant les 3 jours de vernissage. Il fermera ses portes dès demain avec l'ouverture au public. Le pavillon israélien officiel est fermé, lui, mais prend place dans un espace plus discret à l'Arsenal. Et pour la première fois, la biennale ne décernera pas de prix à son ouverture, mais à sa clôture. Et en l'absence du jury des missionnaires, c'est le public qui est appelé à voter. Muriel Mahalouf, Venise, RFI. Ainsi se referme ce journal. Je pense bien à vous et vous donne rendez-vous lundi.